L'école d'abord. Pour tous les enfants différents. Pour notre futur. C'est l'école d'abord. Ouais, nous on veut l'école d'abord. L'école d'abord. Yeah! Bienvenue dans le podcast L'école d'abord. Bonjour Élise. Bonjour Élise. Alors, dans cet épisode, on va parler de l'épineux sujet privé ou public. Vaste débat. Alors, on ne vous donnera pas de réponse définitive à la fin. Nous, ce qu'on voudrait, c'est vous donner des éléments de réflexion, de débat et que vous fassiez votre propre opinion. Dans ce podcast, vous aurez des interviews, vous aurez des chiffres, ce sera assez divers et on l'espère assez complet. C'est parfait comme programme. Alors, on va peut-être commencer par quelques chiffres que tu as à nous donner. Pour commencer, petite précision, quand nous parlons d'établissements privés, nous parlons bien d'établissements privés sous contrat. De combien d'élèves parle-t-on ? Les établissements privés sous contrat accueillent 2 millions d'élèves sur les 12 millions d'écoliers français. On parle des élèves de la maternelle jusqu'à la fin du lycée. Ces données, on ne les a pas inventées, elles proviennent de l'Éducation nationale et ce sont des données récentes. La répartition des 2 millions d'écoliers n'est pas uniforme sur tout le territoire français. Il y a beaucoup d'établissements qui accueillent des enfants, donc dans le nord de la France et dans l'ouest de la France. Si vous vous souvenez de vos cours d'histoire de collège ou lycée, cette répartition est historique. Elle correspond à la pratique du catholicisme en France. Comme ça, quelques éléments, là, les Chouans pendant la Révolution française, toute cette pratique en Vendée, ça doit vous évoquer quelque chose. Merci beaucoup Élise pour ces chiffres. On va maintenant passer à une interview, celle de Charlotte, qui est neurochirurgienne. Elle vit à Paris avec sa famille. Et lorsqu'il a fallu choisir l'établissement pour son fils aîné, donc c'était au moment de la 6e, eh bien ça a été extrêmement compliqué. Et nous allons tout de suite l'écouter. La question public-privé s'est vraiment posée pour l'aîné, qui a été un petit peu c'est normal, l'aîné le premier à subir nos interrogations et nos questionnements. C'est vrai que comme tous parents, on a envie, entre guillemets, du meilleur pour notre enfant. Mais qu'est-ce que c'est que le meilleur, finalement? Dès l'entrée, même en maternelle, on s'est posé la question, puis après au CP, puis en 6e. Et après, une fois le collège passé, la question se posait plus. Et pour les suivants, la question ne s'est jamais posée. Ça a été une évidence qu'il fallait qu'on les laisse dans le public. Ce que nous dit Charlotte, c'est que la question du privé se pose souvent à l'entrée au collège, pas nécessairement à l'entrée en maternelle. Certains parents font ce choix dès la plus petite enfance, mais la plupart, quand vous discutez avec les gens autour de vous, la plupart se posent cette question quand l'enfant va entrer en 6e. Alors pourquoi cette fuite, comme on l'appelle souvent, vers le privé au moment du collège ? Eh bien parce que c'est une période dans la vie de nos enfants, l'adolescence, voire la crise d'adolescence, qui inquiète les parents. C'est le début de l'autonomie de leurs enfants et donc forcément, on va se poser la question des fréquentations et des mauvaises fréquentations. Donc c'est vraiment un choix difficile et qui est donc cristallisé par cette recherche du meilleur établissement, du meilleur collège. N'oublions pas que ça peut faire écho à nos propres souvenirs d'adolescents. Ça peut faire remonter à la surface, malheureusement, quelquefois, des situations d'intimidation, de harcèlement. Peut-être qu'on aurait envie, pour nos enfants, d'avoir un milieu plus cadrant, plus soutenant, comme nous, on aurait aimé l'avoir aussi. Et le privé a cette image d'établissement plus ferme, qui va avec plus de règles, qui va soutenir les enfants en petits groupes. Oui, c'est vrai ce que tu disais, Élise. Ça fait appel à des souvenirs souvent, cette période qui est vraiment une période charnière. Et puis aussi, ce que je voudrais rajouter, c'est que on a souvent pas trop de souvenirs de l'école élémentaire. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, chère auditorice. N'hésitez pas d'ailleurs à rebondir dans les avis pour nous parler de votre propre expérience. Mais en général, ce qu'on dit dans le développement neuronal de l'enfant, c'est que les souvenirs émergent vraiment, alors sauf grand traumatisme malheureusement, mais les souvenirs commencent vraiment à se préciser à partir de 9-10 ans et en général, on a beaucoup plus de souvenirs de la période du collège que précédemment et donc ça ne veut, comme je disais, pas dire qu'on n'a rien vécu de pénible à l'école élémentaire, mais on va avoir nous-mêmes donc beaucoup plus de souvenirs de nos périodes de collège et puis de lycée, etc. évidemment. Nous allons écouter maintenant la suite de l'interview de Charlotte. Et donc, on a opté pour l'école la plus prestigieuse
dans Paris et on a même payé la préinscription parce qu'ils nous demandent de verser des heures qu'on récupère pas si on n'inscrit pas notre enfant à la fin. Et puis tout s'est passé, bien sûr, on est allé aux portes ouvertes de l'école publique d'à côté et à la fin de l'année, on a reçu le petit fichier de rentrée dans cette école privée catholique qui nous indique plein de règles. Alors, je me demande bien de quel établissement scolaire peut bien nous parler Charlotte. Élise, t'as une idée ? Attends, je pense un établissement privé qui a fait scandale. Attends, Stanislas. Oh, mais non. Et d'ailleurs, en bonus, vous aurez le règlement intérieur de Stanislas. Voilà, à la fin de l'épisode. Nous continuons l'interview de Charlotte avec les portes ouvertes où elle n'était pas présente, mais son fils et son conjoint y étaient. Ils vont vous parler de l'esprit Stanislas. Mon mari et mon fils, j'ai pas pu m'y rendre parce que je travaillais, sont rentrés mais hyper éprouvés, pas bien du tout, une sorte de malaise. Déjà parce que c'est idiot, mais notre quartier est très populaire. En fait, on est tous différents. Enfin, c'est la population, c'est la vraie France, c'est la vraie vie. Là-bas, il y avait que des blancs. Je pense que c'est important, le collège, c'est un moment important où on se construit, de développer son, savoir ce qu'on aime vraiment, qui on est. Alors, si on est dans un moule, on s'oublie soi-même. Ça donne des adultes qui, plus tard, sont pas bien, finalement, peut-être qu'ils sont devenus avocats, médecins ou autres, mais ingénieurs, mais c'était pas eux, vraiment. C'était pas leur âme. Et donc, on s'est dit que c'était peut-être plus facile, même si lui aurait pu suivre là-bas, c'était pas le problème sur le plan scolaire. On avait envie qu'il sache vraiment qui il était. Et pour ça, le privé, tel là où on l'avait inscrit, ne pouvait pas correspondre à ce souhait. Et donc, on lui a demandé ce qu'il voulait. Il nous dit non, mais je veux aller dans le collège d'à côté. J'ai pas envie d'aller là-bas. Eh bien, puisqu'ils ont écouté les doléances de leur enfant, et je pense qu'ils ont bien fait, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous, mais d'associer son enfant effectivement au choix d'un établissement peut être pertinent, notamment aussi pour son épanouissement. Et puis, je pense même aussi au futur, si vous imposez vos propres choix à vos enfants, alors parfois ça peut s'avérer nécessaire, attention, c'est pas une vérité absolue. Toutefois, ça peut mener justement à des désaccords, notamment pendant des phases un peu critiques où votre enfant pourrait justement vous reprocher d'avoir fait des choix à sa place et donc de, par exemple, dire j'arrête mes études ou je ne veux plus aller dans tel établissement parce que ce n'était pas mon choix premier. Qu'en penses-tu, Élise ? Alors, c'est du bon sens et c'est également inscrit dans la loi, dans l'article sur l'autorité parentale. Vous avez une phrase qui dit bien « Les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité ». Donc, son degré de maturité est important dans la phrase. On est bien d'accord que c'est pas l'enfant qui va décider de tout. Mais le terme est très bien choisi. On associe l'enfant aux décisions prises. Tout à fait. Alors, on va écouter la suite de l'interview de Charlotte et notamment comment elle a vécu cette rentrée au collège public. On l'écoute. Et je regrette pas, en fait, et on l'a inscrit dans le public. Alors, c'est sûr que j'ai pleuré le premier jour, j'avoue, parce que, déjà, en fait, on était dans ce collège, c'était nous les différents. C'est-à-dire, les différents, c'est pas ça que je veux dire, c'est la minorité. Oui. Et ça a été d'une violence extrême, parce que je me suis dit, mais aussi, je me suis mis à la place de ces familles qui vivaient dans le quartier, qui vivent d'un coup, tous ceux qui avaient les moyens, les bourgeois, sont partis et laissent ceux qui ont moins les moyens au collège public. Et donc, c'est une forme aussi d'exclusion. Donc, je me dis que ces enfants, ces familles, dès leurs 10 ans, leurs 11 ans, se sentent exclus. Exclus d'une partie de la société qui veut rester entre soi. Et ça, c'est le lit, je pense, des violences futures, de l'incompréhension entre des mondes différents qui ont besoin de se côtoyer pour s'aimer, pour s'apprécier et aimer la différence. Il ne faut pas vouloir se ressembler. Je pense réellement qu'on est différents et que c'est un atout pour la société, en fait.
Alors, ce que vient de nous dire Charlotte, c'est d'une part quand même assez révélateur et aussi quelque peu choquant, puisque en effet, de se retrouver dans un collège où il y a finalement zéro mixité sociale et que l'indice de position sociale, l'IPS, est donc extrêmement faible. Eh bien, c'est quand même voilà, révélateur de ce qui se passe entre la séparation du privé et du public. Et là, donc, un collège public parisien. Alors, certes, porte de Clignancourt, mais ça reste tout de même interrogeant. Alors, que nous disent les chiffres, Élise ? Les chiffres corroborent le témoignage de Charlotte. La mixité sociale dans les établissements privés est en net recul depuis les années 2000. Le fossé s'est creusé. En 20 ans, la part des élèves de milieux favorisés a augmenté dans les collèges privés. On est passé de 30% à 41%. Et à l'inverse, la part des élèves issus de milieux défavorisés a nettement baissé. On est passé de 24% à 16% dans les établissements privés. Donc c'est quand même assez incroyable ce chiffre. Donc il n'y a plus que 16% de collégiens de milieux défavorisés dans les établissements privés, ce qui veut donc dire qu'ils sont massivement dans les établissements publics. C'est peut-être pour ça que les établissements privés sont plus cadrants et plus soutenants. Parce que éventuellement. Mais bon, est-ce que c'est ce seul critère ? C'est pas dit. En parlant de non-mixité, c'est impressionnant à Paris. Écoutez un peu, il y a 3% d'élèves issus de milieux défavorisés qui sont scolarisés dans les collèges parisiens, les établissements privés parisiens. 3%, on n'est même plus à 16%, 3%. On va écouter la suite de l'interview de Charlotte, qui est très très riche, et là, elle va nous parler de la scolarité, tout simplement, de son fils dans ce fameux collège en REP+. Il a été scolarisé dans ces REP+. Les enseignants étaient exceptionnels, de bienveillance. Les enfants, dans 90% des cas, étaient super polis, super sympas. Et après, bon, bien sûr, avec les difficultés sociales dans lesquelles ils évoluaient, mais franchement, des amitiés très, très sympas. Et bienveillants aussi, et acceptant finalement chacun avec sa différence. Et mon fils n'a pas du tout été, je dirais, mis de côté parce qu'il était intello et autres. Au contraire, en fait, il a été intégré tel qu'il était et accepté avec ses différences, j'ai envie de dire. Alors c'est vrai que c'est important de démystifier tout ce dont on entend parler dans ces fameux collèges publics de quartiers parfois difficiles. Donc on parle beaucoup de violence, de raquettes, de harcèlement, et c'est tout simplement pas du tout ce que nous dit Charlotte dans son expérience. Et puis on entend aussi parler beaucoup de problèmes de drogue. Alors je pense qu'il y a une information importante que je me dois de partager avec vous. Il y a une enquête qui a été menée et qui montre qu'effectivement, à partir des années collège, la drogue fait son apparition. Mais ce qui est assez étonnant, ou pas d'ailleurs, c'est que ça dépend de l'IPS des familles. Cela veut dire qu'un établissement dont les revenus des familles est supérieur à un autre, eh bien, les drogues qui seront vendues auprès des élèves de cet établissement seront tout simplement des drogues plus chères, donc des drogues plus dures. Donc en général, ce qu'on constate, ça va être plutôt des drogues dites douces, cannabis, etc., dans les établissements avec un IPS défavorisé et dans les établissements avec un IPS plus favorisé, cocaïne, etc. Alors, ce qu'il faut rappeler par rapport à cet usage de drogue ou tout simplement par rapport effectivement à des situations d'intimidation, de harcèlement, etc., c'est que c'est évidemment le contexte familial et donc le soutien familial de l'enfant qui va faire toute la différence, et la présence des parents, c'est la communication au sein de la famille, c'est vraiment ça qui prime. Sur ce sujet, la démission des parents n'est pas l'apanage des milieux défavorisés, des familles monoparentales et intersectionnelles. On écoute Charlotte. Un enfant qui est ingérable, je dirais, et peut plus suivre le système scolaire, c'est la conséquence d'une démission des parents. Et finalement, cette démission des parents, elle existe dans tous les milieux. Et que c'est pas, là, c'est sûr que c'est plus, peut-être plus parlant parce que, on était investis, mais je pense qu'on a aussi ça dans les milieux plus riches, où finalement, parfois, les parents aussi se désinvestissent, délèguent les tâches à l'école privée, à des nounous, et que c'est finalement ce qui manque le plus à ces enfants, c'est
des parents qui sont présents. Ce qu'il faut savoir par rapport à ces établissements, dont celui dont parle Charlotte, qui est en REP+, c'est que lorsqu'un établissement est classé donc en REP ou en REP+, et il y en a quand même beaucoup sur le territoire français, eh bien, il y a des moyens qui sont alloués à ces établissements, notamment en termes d'effectifs. Donc, les effectifs sont réduits en grande section au CP et au CE1, donc ça varie entre 15 et 12 élèves, parfois même un petit peu moins. Et aussi, il y a une prime pour les enseignants. Elle est un peu plus importante en REP+, mais elle existe en tout cas en REP et en REP+. Alors c'est une prime forcément attractive, mais qui a toute sa place puisque elle valorise et quelque part elle soutient les enseignants qui décident de s'investir dans ces écoles et qui y mènent notamment des projets souvent très ambitieux. Autre avantage d'avoir son enfant scolarisé en REP ou en REP+, par REP on entend, c'est vrai qu'on l'a pas précisé, mais c'est réseau d'éducation prioritaire et le plus c'est renforcé. Voilà, donc autre avantage, c'est le fait que ces établissements bénéficient de partenariats privilégiés avec des établissements culturels. Les musées vont proposer des tarifs préférentiels pour ces établissements, vont proposer des partenariats sur l'année, des ateliers, le choix est vraiment très riche. Et on peut rajouter qu'aussi, tout simplement, quand on est un établissement REP ou REP+, et quand on demande justement un partenariat, on est souvent prioritaire. Tout à fait. Autre avantage, un dispositif intitulé Les Cordées de la Réussite. On écoute Charlotte et on vous en parle après. La possibilité, il a réussi à intégrer les cordées de la réussite avec ensuite une passerelle, vu qu'il fonctionnait bien à l'école, pour des lycées et qu'on peut dire élitistes, Louis Grand, Henri IV. Donc lui a pu intégrer Louis Grand grâce aux cordées. Le lycée au sein duquel il s'est vraiment épanoui et il avait tout à fait le niveau. Alors avant de préciser ce que sont les cordées de la réussite, ce qui est quand même intéressant là de relever, c'est que le fils donc de Charlotte avait tout à fait le niveau en sortant de son collège en REP+. Donc ça aussi, ce sont des préjugés qui ont la dent dure. Donc on constate que certains élèves issus d'établissements en REP ou en REP+, intègrent de grands lycées et ont parfaitement le niveau requis. Autre préjugé qu'on entend souvent, ce serait que le niveau général des élèves d'un établissement classé donc REP ou REP+, dans le public évidemment, ferait baisser le niveau général de tous les élèves et donc ce n'est absolument pas vrai puisqu'il y a toujours de très bons élèves dans ces établissements et qui donc rejoignent ensuite de très grands lycées. Mais alors, qu'est-ce que c'est exactement ce dispositif des Cordées de la Réussite ? Créé en 2008, ce dispositif est à destination de certains élèves, les élèves de REP ou issus de zones rurales. Ces élèves, souvent, s'autocensurent et se disent « Non, les grands lycées, c'est pas fait pour nous, c'est vraiment fait pour ceux qui ont un IPS très favorisé, qui ont déjà été dans des grands collèges. » Et donc, ces enfants s'autocensurent, leurs parents aussi. L'objectif affiché, c'est de dire « Peu importe le milieu social, ce sont tes compétences, ce sont tes résultats qui te permettront d'aller dans un grand lycée. » Et c'est d'ajouter de la mixité dans ces grands lycées. Bon, alors cette fameuse question public-privé n'est pas toujours un clivage idéologique. Les parents prennent aussi en compte l'éloignement géographique, la taille de l'établissement. Nous allons écouter Géraldine, mère de 2 enfants, qui à la suite d'un déménagement fait le choix du privé. Et nous avons déménagé en banlieue. Là, on nous a mis dans un public qui était super aussi, mais qui était extrêmement éloigné de là où nous habitions. Et ça devenait un peu compliqué. Et surtout, c'était un très grand public. Il y avait 6 ou 7 classes par niveau. Et notre fille se noyait un petit peu. Et donc, on s'est renseigné, nous, pour savoir, pour changer d'école. On n'avait pas vraiment le choix à l'époque où on était en banlieue parisienne. Et on nous a indiqué une toute petite école où il y avait que 2 classes par niveau, qui étaient dans le privé catho. Effectivement, il y avait une classe niveau plein et une classe de demi-niveau à chaque niveau. Et notre fille s'est sentie beaucoup mieux dans une toute petite école. Et pour la petite histoire, Géraldine nous a raconté qu'ensuite toute la famille a déménagé en région et qu'ils ont inscrit leurs enfants dans le privé parce que n'ayant pas encore trouvé de maison, la maison de leur rêve, ils n'avaient pas de justificatif de domicile et lorsque vous inscrivez votre enfant dans un établissement public, vous avez besoin de ce justificatif de domicile. Pour des raisons pratiques, ils ont inscrit leurs enfants dans le privé. Après le témoignage de 2 mamans, nous passons à celui d'une enseignante, Aurore, qui a d'abord été contractuelle,
puis a été titularisée et elle va nous expliquer les raisons pour lesquelles elle est restée dans le privé. Je suis restée dans l'enseignement privé parce que ça me plaisait, parce que l'enseignement privé, c'est également... Moi, j'ai été scolarisée pendant toute ma jeunesse dans une école privée sous contrat. Mon frère également. Et mon frère a eu de grosses difficultés scolaires. Et c'est l'école privée, pour le coup, qui a réussi à le remonter parce qu'ils avaient des classes qui aidaient des élèves en difficulté à remonter leur niveau. Voilà. Et puis, parce que j'étais bien dans les écoles privées, finalement, j'avais peur que ce soit très prosélyte et ça l'était pas tant que ça. Finalement, la poids de la religion était pas trop fort. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, les légères petites choses qu'on distille dans l'enseignement à la fois dans les écoles privées sont souvent des valeurs morales qu'on partage aussi bien dans le public que dans le privé. Donc, en fait, c'est exactement la même chose. Sauf que c'est fait de manière un peu différente. Alors, ce qui est intéressant dans ce que nous dit Aurore, c'est que par le passé, les établissements privés accueillaient effectivement souvent des enfants porteurs de handicap ou en difficulté. Et ça, apparemment, ça a changé. Oui, Aurore, là, nous parle de son frère, mais ce n'était pas un cas isolé. À force d'écumer plusieurs établissements publics, les élèves qui avaient des difficultés de comportement ou des difficultés scolaires se retrouvaient dans des établissements privés. Maintenant, et depuis notamment la loi de 2005 sur l'inclusion, ces enfants à besoins éducatifs particuliers sont pris en charge dans les établissements publics également. Les parents qui auparavant n'avaient d'autre choix que d'inscrire leurs enfants dans le privé, là, ont la possibilité de les inscrire dans le public et ont la possibilité, et l'école même publique a le devoir maintenant de prendre en compte la particularité de chaque enfant et de ses besoins particuliers. Aurore nous parle aussi d'un sujet important, à savoir le prosélytisme. Et ce qu'elle explique, c'est que bien que ce soit quelque chose dont on entend systématiquement parler, ce n'est pas forcément le cas dans tous les établissements privés sous contrat où l'on forcerait les enfants à avoir des cours de religion, à assister au catéchisme, etc. Dans une majorité des établissements privés sous contrat, ce n'est quand même pas une obligation que de suivre ces cours. Et alors, pourquoi ça fait scandale ? C'est parce que même si c'est une minorité des établissements privés qui oblige les élèves à l'inscription à suivre ces cours de religion catholique, c'est parce que les établissements privés sont subventionnés par l'État. Donc, ça voudrait dire que ces établissements privés reçoivent des subventions de l'État, mais n'accueillent pas tous les élèves, notamment ceux qui ne veulent pas suivre ces cours de religion catholique. Et c'est ça qui pose question, c'est ça qui pose problème, même si c'est une minorité. Il faut bien avoir en tête qu'auparavant, le choix public-privé, c'était un choix de conviction, de tradition religieuse, et non pas nécessairement un choix d'établissement élitiste. Alors, écoutons maintenant la suite de l'interview d'Aurore. Mais c'est vrai que dans les écoles privées à Paris, il y a plusieurs types d'écoles privées. Il y a des écoles privées très marquées religieusement et d'autres beaucoup moins marquées. J'ai travaillé dans des écoles privées où il fallait faire la prière tous les matins, ce qui n'est absolument pas le cas dans toutes les écoles privées. L'école privée où je travaille actuellement, il n'y a pas du tout d'obligation de prière. Les enfants sont pas du tout obligés d'assister à la messe. Par contre, ils participent sur tout ce qui est discussion sur les valeurs morales que peuvent engendrer la religion. Mais c'est vrai qu'il y a des écoles privées plus ou moins marquées religieusement. C'est vrai que l'école privée dans laquelle je travaille, ma directrice prend tous les dossiers, en fait. Et c'est premier arrivé, premier servi. Elle prend tout le monde. Il n'y a pas de sélection de niveau, ni d'origine, ni sociale. Voilà, on prend tous les enfants, ce qui fait qu'on se retrouve avec des classes très hétérogènes. Dans nos classes, on a des élèves avec un excellent niveau, des élèves avec des difficultés, des élèves en situation de handicap. On a d'ailleurs 2 postes AESH, on travaille 2 postes d'enseignants spécialisés. On travaille également avec des AESH, on a des élèves en situation de handicap. Au final, il n'y a pas une si grande différence que ça, en fait. Je pense que de mettre les enfants dans une école privée, ça rassure les parents. Ils se disent, il y a un encadrement, on peut plus intervenir. Comme on paye, on peut se permettre d'intervenir. Alors que dans le public, ils n'ont pas cette liberté de parents. Alors, ce qui est frappant dans ce que vient de nous dire Aurore, c'est que finalement, on se rend compte que lorsqu'on paye, donc dans cette fameuse société consumériste dans laquelle nous vivons, eh bien effectivement, lorsqu'on paye,
on estime avoir plus de droits, tout simplement, et de pouvoir plus avoir la main mise sur ce qu'on achète. Et moi, je trouve ça quand même un petit peu gênant s'agissant de l'école. Qui dit mainmise dit également avoir le droit d'exiger un professeur devant chaque élève, même lorsque le professeur principal est absent pour des raisons de formation ou de maladie, sachant que les professeurs ne sont pas plus malades que les autres. Bref. Donc, parlons des remplacements dans le privé, dans les établissements privés. Les problèmes sont les mêmes que dans les établissements publics, et ça, vous devez vous en rendre compte. Il y a également des problèmes de remplacement dans le privé autant que dans le public, d'autant plus qu'il n'y a pas assez de professeurs. Ce manque de professeurs n'est pas une réalité uniquement française, c'est une réalité mondiale. Vous pouvez écouter d'autres podcasts, d'autres émissions où on se rend compte que c'est un problème dans le monde entier, ce manque d'attractivité de ce métier. Ce qui est en jeu, c'est l'inclusion pour tous. Et oui, avant, c'était facile, entre guillemets. On avait un grand groupe classe, peu importe le nombre d'élèves, peu importe l'individu en tant que tel, on avait une classe et on faisait cours. Maintenant, ce qui a changé, c'est qu'on essaye de prendre en compte l'individualité de chaque élève et puis que les méthodes d'éducation aussi ont changé. Donc oui, c'est plus difficile. Oui, les classes dans lesquelles nous nous retrouvons en tant que professeurs ne sont plus les mêmes classes que l'on avait enfant. On a l'impression que c'est plus compliqué, qu'il y a plus de bruit, que les élèves écoutent moins. Mais le rapport à l'adulte a changé. Ce n'est plus un rapport dominant-dominé. C'est un rapport dans lequel on essaye d'expliquer les règles. De fonctionnement, effectivement, de la classe. Donc, fini le bonnet d'âne, fini les coups de règle. Ah, mince. Donc, effectivement, c'est quand même beaucoup plus dur, en effet, tout simplement à gérer. Et ça va de pair avec vous, les parents qui nous écoutez. C'est l'éducation aussi à la maison. Et bien, effectivement, quand on cesse de donner des fessées, quand on cesse les brimades, eh bien, oui, ça devient assez plus compliqué. Mais c'est aussi notre rôle en tant que parents et enseignants. Alors maintenant, on va écouter un dernier témoignage. Et cette fois, c'est du point de vue d'une élève qui s'appelle Rachini. Alors Rachini est en 3e année dentaire et elle a 20 ans. Ce que va nous expliquer Rachini, c'est ce rapport particulier à l'argent que détaillait juste avant Élise. Les parents qui choisissent le privé, certains en tout cas, ne se considèrent plus comme usagers mais comme clients. Je pense que beaucoup de gens peuvent penser que le privé est mieux que le public dans le sens où comme c'est payant, forcément ça doit offrir un meilleur service, peut-être une meilleure éducation, etc. Parce que forcément, si c'est payant, faut qu'il y ait une plus-value. Mes parents sont arrivés du Sri Lanka dans les années 1990. Et donc, nos études ont toujours été hyper importantes pour eux. Ils ont toujours voulu nous donner la meilleure éducation possible, nous offrir les meilleures chances, même si le côté financier peut parfois poser problème, parce que le privé, c'est quand même pas donné. Mais ils ont choisi de prendre ce parti parce que ils voulaient vraiment qu'on ait les meilleures options possibles pour l'avenir. Et donc, ils ont préféré choisir le privé plutôt que le public en raison de la réputation et parce qu'ils pensaient que ça allait nous ouvrir quand même plus de portes. Autant les cordées de la réussite favorisent l'inscription dans des grands lycées publics avec un système de points, autant le fait d'avoir choisi un établissement privé va vous défavoriser pour cette même inscription. Écoutons Rachini en parler justement. C'est vrai qu'on n'était pas prioritaire parce que c'était la procédure à Sagnet, je crois que ça s'appelle comme ça. Et on n'était pas prioritaire parce que forcément ça nous enlève des points d'avoir été dans le privé avant, parce que c'est un système de points. Mais après, personnellement, ça m'avait pas posé de soucis. Mais je sais que ma sœur et mon frère, ils avaient dû faire appel parce qu'ils n'avaient pas eu le choix au premier tour. Alors, ce qui est incroyable, à nouveau, c'est que on se rend compte donc que Rachini et son frère et sa sœur ont donc effectué quasiment toute leur scolarité dans le public, sauf cette fameuse période du collège. À nouveau, on entend que c'est vraiment cette période qui pose problème et qui incite les familles à inscrire leur enfant dans le privé pour ces 4 années de collège. Donc, on écoute la suite de l'interview de Rachini. Mais après, comme au cours de mes études, j'ai fait les deux. À titre personnel, j'ai pas vraiment vu de différence. J'ai trouvé que toutes les écoles où je suis passée m'ont satisfaite. Donc, j'ai pas forcément d'avis sur la question. Pour moi, le privé et le public se valent. Après, j'imagine que ça dépend aussi de
de chaque privé, de chaque public, et ça dépend aussi des élèves, mais pour moi, les deux se valent. Ce qui ressort de l'interview de Rachini et qui est quand même propre à la France, c'est que le retour au lycée public, donc après un passage par le collège privé, c'est souvent lié à une espèce de forme d'écrémage. Ce qu'on constate, et qui est quand même assez malheureux, c'est que finalement, les enfants qui auraient envie d'une filière professionnalisante, mais qui réussissent bien au collège, eh bien, on va leur dire continue dans la voie générale, on verra plus tard, tu as le temps, tu es un bon élève. Et à l'inverse, ceux qui auraient de moins bons résultats scolaires, on les oriente vers des voies professionnalisantes, donc des lycées professionnels, des CAP, des BEP, etc. Or, on constate que dans d'autres pays de l'Union européenne, et notamment les Pays-Bas, parce que je connais bien la Hollande, eh bien, c'est pas du tout la même façon de procéder. Au contraire, il faut être vraiment motivé pour aller vers un lycée professionnel. Et il n'y a pas du tout cette forme d'exclusion de la voie générale. Une décision politique qui a aussi changé pas mal la donne pour les établissements privés, c'est l'âge obligatoire de scolarisation qui est passé il y a quelques temps maintenant de 6 à 3 ans. Alors, qu'est-ce que ça change pour les établissements privés, Élise ? Oui, qu'est-ce que ça change ? Parce que vous vous dites, la plupart des enfants, il y avait 97% des enfants qui allaient déjà à l'école dès 3 ans. Donc, pourquoi cette décision et pourquoi est-ce qu'elle est politique ? Parce que avant, les enseignants... Alors, il faut que vous sachiez que les enseignants, même des établissements privés, sont rémunérés par l'État. Ce qui veut dire que si la scolarisation est avancée à l'âge de 3 ans, cela veut dire que les enseignants de maternelle ne sont plus rémunérés par les établissements privés, mais bien également par l'État. Et je précise que lorsque nous parlons de subventions de l'État, nous parlons de nos impôts. Il faut vous dire que la part des subventions de l'État est à hauteur de 50% dans les écoles maternelles et élémentaires et à hauteur de 68% dans les collèges et dans les lycées. Donc ça veut dire 68% du modèle économique pour 2 millions d'élèves sur 12 millions. Voilà, 2 millions donc d'élèves scolarisés dans le privé. Donc c'est quand même assez aberrant ces montants. C'est la raison pour laquelle l'Assemblée nationale a déposé un rapport d'information sur le financement des établissements privés. Qui date du 2 avril 2024. Ce rapport très récent est très intéressant. On va vous en lire quelques extraits. Élise, à toi la primeur. Un système hors de contrôle, des possibilités de dérive et de détournement, une contribution majeure à la dégradation de la mixité sociale et scolaire. Alors, ce ne sont que des grands titres de ce rapport très très complet qui fait environ 180 pages. On vous invite, si ça vous intéresse, à le lire. Vous pouvez le trouver en ligne très très facilement. Donc, ce rapport d'information déposé à l'Assemblée nationale par la Commission des affaires culturelles et de l'éducation. Nous arrivons à la fin de cet épisode privé au public. Alors, on voudrait quand même apporter une petite nuance parce que on peut dire qu'on est tout de même un peu à charge dans cet épisode contre le privé et pourtant, même si nous avons nos avis plutôt tranchés, on comprend parfaitement que ce soit un choix difficile s'agissant de nos propres enfants, que l'on veuille forcément le meilleur et que donc effectivement parfois nous allons nous-mêmes aussi choisir les établissements privés parce que nous les parents ne pouvons pas porter sur nos épaules tout le poids de ce système éducatif français inégalitaire et parfois injuste. Pour finir, et comme promis, le règlement intérieur de Stanislas qui nous fait sourire. Alors, tout d'abord, la tenue vestimentaire des filles et des garçons. À Stanislas, nous voulons des élèves de haute et de belle tenue dans tous les sens du terme. Tenue vestimentaire, tenue physique, tenue morale, tenue intellectuelle, tenue spirituelle. Car nous savons que sur le chemin de la croissance de nos élèves, tout se tient. Quand on parle de tenue vestimentaire pour les garçons, nous leur demandons de porter une chemise avec col rentrée dans le pantalon ou un polo avec col. Au beau jour, les plus jeunes des garçons jusqu'en 5e sont autorisés à porter des bermudas. Les cheveux doivent être courts, propres et peignés. Les crânes rasés ne sont pas acceptés. Nos étudiants aînés doivent être glabres. Les colliers, boucles d'oreilles, piercings et bracelets sont prohibés. Pour les jeunes filles, nous leur demandons de porter une blouse ou un chemisier rentré dans le pantalon. Tous les hauts, pulls, chemises et blouses doivent être opaques et tomber sur le bas des hanches et ne pas s'arrêter à la ceinture du pantalon. Les épaules sont toujours couvertes. Les décolletés doivent être à col rond ou à petit col V. Les jupes et robes doivent être opaques et d'une longueur décente.
À partir du lycée, pour les jeunes filles qui portent des chaussures à talons, ceux-ci ne doivent pas être de hauteur excessive. Pour toutes les élèves, les cheveux doivent être attachés et le visage dégagé. Les yeux ne sont pas cachés, notamment par une frange. Les bijoux ostentatoires sont interdits. Le maquillage et le vernis à ongles sont interdits jusqu'en terminale. Dans les classes supérieures, le maquillage est toléré pour les jeunes femmes s'il reste discret. Alors, une petite particularité aussi concernant la mixité. Donc, Stanislas est attentif à la formation de l'homme et de la femme et de leur construction affective suivant leur cheminement propre. Cette éducation affective est une démarche lente et progressive qui permet à chacun de se construire dans un climat de liberté sans être gêné ou se sentir jugé par le regard des élèves de l'autre sexe. Cette attention exigeante exclut tout comportement de petit couple entre élèves. Et donc moi, ça me choque forcément parce que, comme je l'explique d'ailleurs dans un autre épisode de notre podcast, les enfants ont le droit au respect, notamment de leur amour naissant les uns envers les autres. Et cette expression de petit couple, je la trouve assez moqueuse. Une fois de plus, il s'agit pas du tout d'encourager les enfants, les jeunes ados à se mettre en couple, etc. Pas du tout. Mais en tout cas, de respecter les sentiments qu'ils peuvent éprouver les uns pour les autres, l'un pour l'autre, l'une pour l'autre, etc. Et puis, ce qu'on a aussi un petit peu lu quand même par rapport à des expériences d'élèves qui se sont passés par Stanislas, c'est que finalement, ce qu'il faut en retenir, je dirais, c'est que ces règles très très strictes, et heureusement qui ne sont pas en vigueur dans énormément d'établissements, mais tout de même dans quelques établissements français, eh bien, ça brime les enfants et les retours d'expérience sont souvent la recherche ensuite d'excès inverse. Une fois sortis de ces établissements, eh bien, les jeunes vont au contraire avoir des comportements qui peuvent être parfois à risque, notamment la découverte de leur sexualité, la découverte des sorties, la découverte de l'autre sexe. Et contrairement aux autres élèves qui, pour la plupart, fréquentent des établissements mixtes, eh bien, eux ont beaucoup plus l'habitude des interactions entre filles et garçons, tout simplement. En effet, c'est un réel apprentissage. De but en blanc, on va pas avoir des relations naturelles entre les filles et les garçons. Autant en maternelle, la différence filles-garçons n'est pas du tout prégnante, les enfants ne ressentent pas les différences. Elle s'effectue plutôt en élémentaire. Et oui, c'est un apprentissage. Au collège et au lycée, on va apprendre à dialoguer, à considérer que la fille ou le garçon est autre. Et on apprend à dialoguer, à avoir des interactions normales et pas complètement bloquées, stéréotypées. C'est un apprentissage. Et ces enfants qui ne sont pas passés par des écoles mixtes, des établissements mixtes, sont complètement bloqués. Et sans cesse, ils réfléchissent à leur interaction avec les autres. Alors que pour nous qui avons vécu des classes mixtes, c'est devenu naturel. Tout à fait. Eh bien, je pense qu'on va conclure sur cette phrase. Merci à vous toutes et tous d'être de plus en plus nombreux à nous suivre. Ça nous fait vraiment super plaisir. N'hésitez surtout pas à nous laisser un avis, que vous écoutiez sur Apple Podcasts, Spotify, Deezer, etc., YouTube. Laissez-nous un avis, un commentaire, ça nous fait super plaisir. Et on vous dit à bientôt. À bientôt.